Un cours très important en pathologie ORL. Et le cancer. Alors, cancer, vous connaissez tous. Cavum, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est le cavum? C'est la partie nasale du pharynx. Ah, vas-y. La partie nasale du pharynx. Partie nasale du pharynx. Nasopharynx. Oui. Alors, le pharynx, il est divisé en combien de parties? 3 parties. 3 parties. Ça, ici, d'accord. Donc, on a Oropharynx. le nasopharynx, qui est la partie la plus haute. Oropharynx. L'oropharynx, hein, celui qu'on voit. Et vous avez l'hypopharynx. D'accord? Bien. Alors, c'est un cancer que vous allez noter, ce n'est pas le seul cancer qui est en ORL, c'est vrai. C'est un cancer qui est très particulier. D'accord? Donc, les autres cours vont aborder plus ou moins les différents cancers, en particulier celui du larynx, donc, et de l'œsophage. Mais sinon, pour le cancer du cavum, c'est quelque chose donc d'assez particulier, de par sa symptomatologie, de par la prise en charge et le traitement. Bien. Alors, comme vous le voyez ici, hein, c'est un problème de santé publique. Premier point, c'est un problème de santé publique dans les pays du Maghreb, et en particulier donc en Algérie. D'accord? Donc on va voir pourquoi. On ne le voit pas beaucoup chez les Européens ni les Américains, et on va voir aussi donc pourquoi. Donc, ces cancers sont surtout représentés par des carcinomes d'origine épithéliale, d'accord? Et la forme que l'on voit le plus fréquemment, et en particulier dans les pays du Maghreb, c'est ce qu'on appelle l'UCNT. Donc, l'UCNT, c'est l'acronyme pour Undifferentiated Carcinoma of Nasopharyngeal Type, d'accord? Donc, vous trouverez souvent UCNT du cavum. Les auteurs, donc, UCNT du cavum, c'est un type histologique particulier qu'on retrouve en plus chez nous, dans les pays du Maghreb et bien sûr en Algérie. Alors, pas comme tous les cancers des voies aérodigestives, c'est un cancer que l'on voit aussi chez les sujets jeunes et même chez les enfants. Donc, vous voyez un petit peu son épidémiologie est assez particulière par rapport aux autres cancers des voies aérodigestives. C'est un cancer, on le souligne d'emblée, qui est de diagnostic difficile. Et on va voir au fur et à mesure de notre cours pourquoi il est de diagnostic difficile. Et c'est un cancer qui a largement bénéficié des progrès de la radiothérapie. Donc on abordera le chapitre thérapeutique par la suite. Un facteur bien identifié est représenté par le virus d'Epstein-Barr, que vous connaissez certainement pour l'avoir rencontré au cours de vos études, jusqu'à présent. Oui, mettez-vous pour votre tête. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc on rentre dans le vif du sujet. Voilà un petit peu d'histoire pour parler de ce cancer du cavum. Donc ça, c'est un cancer qu'on n'a pas découvert récemment. Donc on l'a identifié, on l'a suspecté sur des momies égyptiennes vieilles de 3000 ans. Ça veut dire qu'il existait depuis bien longtemps. Donc on a retrouvé aussi des écrits d'un médecin chinois donc, qui avait décrit déjà la clinique de ce type de cancer et les complications. Et il faut attendre 1837, c'est-à-dire le 19e siècle, pour qu'en Occident, on ait la première description clinique, et 1844 pour avoir la première description sur le plan anatomo-pathologique. Voilà, ça c'est pour un petit peu votre culture générale. Donc, on passe maintenant au rappel anatomique. Donc, il faut bien comprendre où se situe le cavum, quels sont les rapports anatomiques qu'il entretient avec les organes de voisinage, et de là va découler la symptomatologie clinique de ce cancer. Bien. Donc, comme on vient de le dire avec votre camarade, vous avez là les fosses nasales, qu'on voit très bien, et derrière les fosses nasales, en arrière des coanes
qui sont représentés à ce niveau. Donc vous avez le pharynx. Donc le pharynx est divisé en 3 parties. Donc vous voyez ici des différentes couleurs. En violet, c'est ce qu'on appelle le nasopharynx, c'est le cavum. Hein? Donc c'est ce qu'on appelle aussi l'arrière-fond des fosses nasales, c'est ce qu'on appelle aussi épipharynx. Tout cela sont des synonymes. D'accord? Donc vous pouvez retrouver dans la littérature un ou plusieurs de ces noms. Donc là, c'est cette partie qui nous intéresse aujourd'hui. C'est celle qu'on va voir. Donc au-dessous de ce nasopharynx, vous avez ici en vert ce qu'on appelle l'oropharynx. L'oropharynx, c'est ce que vous voyez quand vous ouvrez votre bouche devant un miroir. Hein? C'est cette paroi postérieure qui est au fond, avec donc le voile du palais et vos amygdales. C'est ça l'oropharynx. D'accord? Et puis vous avez plus bas l'hypopharynx. L'hypopharynx qui est de part et d'autre du larynx. Ce sont des petites dépressions donc, qui servent aussi à l'alimentation puisqu'ils permettent l'évacuation du bol alimentaire. Donc, pour que ça ne rentre pas dans le larynx, pour que ça aille directement vers l'œsophage. Donc, nous avons 3 parties. Ensuite, donc, ça se continue. Pour les voies aériennes, c'est là. Là, c'est les voies digestives. Bien. Alors, si on voit ce schéma, celui-là, on va en déduire les communications de ce cavum. C'est un organe qui est ouvert. Mais il n'est pas ouvert en lui-même, il est ouvert par le biais d'autres organes. Regardez. Donc ici, il va s'ouvrir sur les fosses nasales. Par quoi? Par les choanes. Les choanes, ce sont des orifices postérieurs des fosses nasales. Donc vous avez là les orifices antérieurs, vous avez la fosse nasale et juste en arrière, vous avez la choane qui communique donc avec le cavum. Donc, premier rapport, c'est justement ici. Voilà, première communication, ça veut dire qu'il est là avec les fosses nasales. Latéralement, on voit ici, voilà, donc là, on est dans une coupe sagittale de la fosse nasale. Donc, vous reconnaissez ici les cornets, inférieurs, moyens, supérieurs. Donc là, c'est les différents sinus. Vous avez le sinus frontal, on a le sinus sphénoïdal, d'accord? Là, c'est la chorale, et là, vous avez votre cavum. Donc, on reconnaît différentes structures. Donc, ça, c'est l'orifice de la trompe auditive. Très bien. Voilà. Donc, et là, par le biais de l'orifice de la trompe auditive, votre cavum va communiquer avec les oreilles moyennes. D'accord? Voilà. Bien. En bas, regardez ici, il se continue directement avec, comme on vient de le voir, donc il est là, il se continue avec l'oropharynx, donc directement. D'accord? Donc, en avant, les fosses nasales, latéralement, les oreilles moyennes. Donc, les fosses nasales, c'est par l'intermédiaire des choanes. Les oreilles moyennes par l'intermédiaire des trompes auditives, des orifices des trompes auditives. Et puis, il se continue, sans ouverture, avec l'oropharynx. Ça va jusque-là? Très bien. Voilà. Donc, pour la situation anatomique, regardez. Donc, il est juste là. Donc, ici, vous avez le squelette de la tête. Donc, vous avez le squelette de la tête. C'est tout ça. La base du crâne, vous avez en plus les os propres du nez. Donc, il est pratiquement derrière tout le squelette de la tête. La base du crâne, ici, voilà. Il est là, donc il est en bas. Et vous avez, comme on voit ici, la colonne cervicale. Donc, il est en avant de la colonne cervicale. Donc, on reprend le squelette de la tête en avant. Vous avez la base du crâne et il est en dessous. Et vous avez le rachis cervical. Il est en avant du rachis cervical. C'est très important. On va voir, justement, du fait de sa situation anatomique, des rapports qu'il entretient, il va y avoir une symptomatologie qui lui est propre. Bien, pour la description, donc, il est grossièrement cubique. Ça veut dire, en gros, ça va répondre un petit peu à l'anatomie de cette salle. Donc, on va voir 6 parois à décrire. Première paroi, c'est 2 parois
qui sont ensemble, c'est la paroi postéro-supérieure. Pourquoi postéro-supérieure? Parce qu'elles sont pratiquement en continuité. On va reprendre. Voilà. Donc, regardez ici, la paroi supérieure, la paroi postérieure. Donc, il n'y a pas une grande démarcation entre les deux, donc c'est en continuité et on les décrit ensemble. Alors, cette paroi postéro-supérieure, donc c'est essentiellement de l'os et vous avez à ce niveau quelque chose que vous connaissez tous qui est l'amygdale pharyngée de Louchka. Donc l'amygdale pharyngée, c'est ce que vous entendez communément, vous avez fait de la pédiatrie, c'est celle qui donne l'hypertrophie des végétations adénoïdes. D'accord? Voilà. Donc c'est comme vous avez les amygdales palatines, vous avez aussi les amygdales pharyngées qui sont au niveau de votre caveau. Donc, cette paroi, c'est de l'os et avec une formation lymphoïde importante qu'on appelle donc l'amygdale pharyngée. Alors, la paroi supérieure, on va reprendre le schéma, elle répond au sinus sphénoïdal, d'accord? Donc on voit très bien, donc, attendez, on va passer à l'autre image, plus, voilà, donc vous avez ici, voilà votre sinus sphénoïdal. Donc la paroi supérieure, c'est le sinus sphénoïdal, donc c'est de l'os. Et vous voyez ici le sinus sphénoïdal. Bien. La paroi postérieure, c'est par l'intermédiaire de la base du crâne, la fosse cérébrale postérieure. Donc qui dit fosse cérébrale postérieure dit quoi? C'est le cerveau, c'est les méninges, hein, et les nerfs. Oui, c'est toutes les méninges, c'est toutes les différentes enveloppes ménagées, et surtout, c'est donc des nerfs crâniens qui cheminent en sous-arachnoïdien. Donc, regardez les nerfs, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc, tout cela sont en rapport avec votre cavum à travers la fosse cérébrale postérieure, votre bavette. Bien. C'est clair pour la paroi? Très bien. Attendez, on va mettre le schéma. Pardon. Voilà, donc là, le sinus sphénoïdal et la paroi postérieure, c'est la base du crâne. Et par l'intermédiaire de la base du crâne, vous avez la fosse cérébrale postérieure et son contenu, surtout représenté par les nerfs crâniens. Bien. Voilà, donc on passe ensuite aux parois latérales. Les parois latérales, on les a décrites, c'est les parois qui rentrent en contact avec les oreilles moyennes. Donc elles présentent essentiellement l'orifice de la trompe d'Eustache, qu'on appelle maintenant trompe auditive. Donc, et vous avez donc une fossette anatomique qu'on appelle la fossette de Rosenmüller. Donc, mais très important, donc c'est cette trompe auditive et la fossette de Rosenmüller. Ensuite, vous avez la paroi antérieure. Paroi antérieure, par l'intermédiaire des coanes, elle s'ouvre sur quoi? Sur les fosses nasales. Voilà, donc les fosses nasales. Et vous avez la paroi inférieure. La paroi inférieure, donc on avait dit... Oui, on avait dit qu'il se continue directement avec l'oropharynx. Comment se fait-il qu'il ait une paroi inférieure? Hein? Donc, la paroi inférieure, elle n'est pas toujours présente, pas présente, mais elle n'est pas toujours fonctionnelle. Ce que vous avez, c'est cette paroi, elle est représentée par le voile du palais. Donc, le voile du palais, donc, lorsque vous déglutissez, lorsque vous avalez, hein, votre voile du palais se déplace. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme votre cavum. D'accord? Pourquoi il le ferme? Pour éviter les fausses Pour éviter je n'ai rien entendu. Très bien. Pour éviter les fausses routes. Donc, on va éviter, donc, lorsqu'il se ferme, donc dès qu'on avale, le voile monte, il ferme le cavum, et là, vous pouvez manger, vous pouvez donc déglutir, sans qu'il y ait passage des aliments dans les fosses nasales. D'accord? C'est une forme de protection. Donc, c'est ça, la paroi inférieure, c'est la face supérieure du voile du palais, elle est représentée par ça, et elle n'existe qu'au moment de la déglutition, lorsqu'il y a ce mouvement d'ascension de votre voile pour fermer le cavum.
Est-ce que c'est clair? Ça va jusque-là? Oui. Très bien. Alors, on va passer au rappel physiologique. Donc, on a vu l'anatomie de notre cavum. À quoi sert ce cavum? Ce petit espace qui est en arrière des fosses nasales, au-dessus de l'oropharynx. À quoi il sert? Donc, première chose, bien sûr, c'est la respiration. L'air que vous inspirez par les fosses nasales, il va passer par le cavum, par l'oropharynx et ensuite aller aux voies aériennes supérieures. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Deuxième rôle, c'est la phonation. La phonation, c'est pas lui qui va produire les sons, non, parce que ça c'est le rôle des cordes vocales, donc de votre larynx. Qu'est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il va nous apporter, donc le cavum, dans la phonation? Voilà, donc il va apporter de la résonance. C'est une cavité qui est assez fermée, donc les sons qui sont émis par votre larynx, par vos cordes vocales, vont passer dans le cavum et elles vont se trouver amplifiées pour qu'on puisse avoir une voix assez haute. D'accord? C'est ça son rôle dans la phonation. Ensuite, la ventilation de l'oreille moyenne par l'intermédiaire de l'orifice de la trompe auditive. L'oreille moyenne est donc respire et elle a besoin d'un apport en oxygène avec des échanges gazeux qui se font à travers la muqueuse. Donc, il faut qu'il y ait de l'air qui rentre au niveau de l'oreille moyenne et c'est lui qui va se charger à travers l'ouverture des orifices, donc des trompes auditives, à ramener donc l'air au niveau de vos oreilles. D'accord? Donc, respiration, phonation et bien sûr, voilà, ventilation de l'oreille moyenne. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ok, donc on passe sur le plan à la base, donc tous les cancers que vous voyez bien sûr, il faut un petit peu faire la description anatomopathologique. Alors sur le plan macroscopique, on ne va pas changer beaucoup. C'est les trois types de cancers que vous connaissez, à savoir donc une forme bourgeonnante, une forme ulcérée et plus rarement la forme infiltrante. D'accord? Donc ça, c'est les différents types macroscopiques qu'on peut voir à travers donc l'œil. Alors, bourgeonnante, c'est facile à voir parce que lorsque vous regardez votre cavum, vous avez un bourgeon qui normalement ne doit pas exister. Donc le diagnostic, disons, on va y penser. Par contre, pour la forme ulcérée, donc ça peut être une petite ulcération qui peut passer inaperçue, et encore plus difficile pour la forme infiltrante. Une forme infiltrante, ça va en surface, donc, et c'est très difficile à diagnostiquer, et aussi très difficile ensuite pour donner le diagnostic à travers une biopsie. Bien. Alors, sur le plan anatomopathologique, histopathologique, vous avez une classification qui est celle qui a été émise par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors, on base maintenant cette classification sur le degré de différenciation de votre cancer. Donc, il est différencié, moins différencié, indifférencié. Donc, vous avez l'OMS type 1. L'OMS type 1 correspond à des carcinomes épidermoïdes kératinisants qui sont comparables à ceux qu'on retrouve au niveau des autres cancers des voies aérodigestives, c'est-à-dire au niveau donc, du larynx, de l'œsophage et des sinus, par exemple. Ils représentent 30 à 40% donc, des cancers nasopharyngés dans les zones de faible incidence. Donc on va voir pourquoi on parle de faible incidence. Pour l'OMS type 2, il correspond à un carcinome épidermoïde non kératinisant, voilà, qui représente 15 à 20% des cas. Et l'OMS type 3, c'est ce fameux UCNT que je vous ai introduit au début, et le type anatomopathologique le plus retrouvé dans les pays où ce cancer est à l'état embryonique. Donc ça veut dire qu'on est concerné. Ça va? D'accord? Donc trois types, OMS type 1, type 2, type 3. Chacun correspond à un type histopathologique. Et vous avez, donc ça c'est tout ça, c'est des carcinomes épidermoïdes, donc plus ou moins différenciés selon donc, la classification.
Et vous avez aussi les autres types. Hein, on n'a pas que des carcinomes, c'est les plus fréquents, mais aussi on peut avoir des lymphomes, on peut avoir des sarcomes, on peut avoir des mélanomes au niveau du cavum. Donc ça, c'est sûr, donc il n'y a pas de différence sur le plan macroscopique, c'est la biopsie, c'est l'étude anatomopathologique, donc qui va vous donner donc, ces résultats donc, et la différenciation. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon, ça va pour tout le monde? Bien. Voilà, on arrive peut-être au chapitre le plus intéressant. Donc c'est ça qui va faire la particularité de ce cancer par rapport à d'autres cancers des voies aérodigestives supérieures. Alors, on va commencer comme dans toute épidémiologie par les facteurs les plus banaux, entre guillemets. Hein. D'abord, l'âge. Donc, je vous ai introduit en disant que c'est un cancer qu'on peut voir chez les sujets jeunes. Hein. D'accord? Il peut se voir à tout âge. Voilà. Et souvent, il va arriver plus tôt que les cancers des autres voies aérodigestives. C'est-à-dire que si vous avez par exemple le larynx, l'âge c'est entre 45 et 60 ans, ça dépend. Hein. Là, vous allez avoir des patients de 20 à 25 ans qui peuvent l'avoir. Il y a aussi, donc, pour certains pays, donc, des enfants qui sont atteints. Donc, justement, c'est ce qu'on appelle une distribution bimodale, c'est-à-dire selon deux modes. Alors, c'est donc les régions d'Afrique du Nord, ça veut dire au Maghreb, ça veut dire en Algérie. Cette distribution, elle connaît deux pics d'incidence. On connaît donc pour nous. Le premier, c'est entre 10 et 20 ans. Donc vous voyez, c'est les enfants adultes jeunes. Et le second, vers 50 ans. Ça, c'est la particularité de ce cancer dans les régions à forte endémie et en particulier donc dans notre pays. Le sexe, il y a une prédominance masculine avec un sexe ratio à 2, 3,5, ça dépend des études, et ça dépend donc des pays. Maintenant, un point très important, c'est la répartition géographique de ce cancer. Donc, dans les autres, vous ne trouverez jamais, dans les autres cancers des voies aérodigestives, pour ma part, une répartition géographique. Le larynx, il existe dans le monde entier. D'accord? Ça dépendra de certains facteurs, hein, essentiellement Le tabac. le tabagisme, donc plus ou moins degré, donc l'alcoolisme, d'accord? Qui vont favoriser ce type de cancer. Donc là, c'est autre chose. Regardez. Cette répartition géographique à travers le monde, c'est l'une des caractéristiques du cancer du cavum. Vous avez 3 zones. Ce qu'on appelle une zone à haut risque, une zone à risque intermédiaire et enfin une zone à faible risque. Alors, regardez, la zone à haut risque, elle est représentée par le sud de la Chine, où on enregistre entre 10 à 30 cas de cancer du cavum pour 100 000 habitants. Donc, si vous connaissez un petit peu la population en Chine, vous multipliez, vous allez trouver que le chiffre est quand même assez impressionnant. Vous avez la zone à risque intermédiaire, où on se situe, nous, pays du Maghreb et Algérie en particulier. Donc cette zone à risque intermédiaire, elle est représentée par le nord et l'est de l'Afrique. L'est de l'Afrique, ça veut dire c'est la Libye, c'est l'Égypte. D'accord? Vous avez aussi le pourtour méditerranéen. Vous avez aussi certains pays asiatiques comme les Philippines, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Malaisie, où là, l'incidence de ce cancer est de 3 à 10 cas pour 100 000 habitants. Et enfin, on a les zones à risque faible. On voit rarement, voire exceptionnellement ce type de cancer qui sont représentés par l'Europe, le Japon et les États-Unis d'Amérique. Pour les cas sont de moins 1, inférieur à 1 pour 100 000 habitants. Est-ce que vous vous posez des questions? Non? D'où vient cette répartition? Voilà, c'est la première. C'est la question qui nous vient à l'esprit. Pourquoi il y a cette disparité entre les incidences? Pourquoi en Europe, ils n'ont pas de cancer du cavum, ou exceptionnellement, alors qu'en Chine, donc,
Et là, donc, il y a des études qui ont été faites, bien sûr, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé, et ces deux-là, donc regardez un petit peu la répartition. Donc, nous, on est dans la zone intermédiaire, représentée en rouge. Vous avez les zones à risque faible, le reste de l'Afrique, vous avez les Amériques, l'Europe, et puis les zones très importantes, voilà, donc surtout représentées par le sud-est de l'Asie. En particulier, donc, la Chine. Bien. Alors, c'est pour ça qu'on va voir un petit peu quels sont les facteurs étiologiques qui sont susceptibles de révéler un cancer du câlin. Bien, première chose, donc, quand on va étudier quelque chose, on cherche toujours, est-ce qu'il y a un facteur génétique? D'accord? Oui. Dans le cancer du câlin, il y a un cancer, donc il y a un facteur génétique. Ça a été prouvé par, justement, l'étude du HLA. D'accord? Donc, on a fait les HLA pour les patients. Donc, ça, c'est surtout des études qui ont été faites en Chine, en Tunisie, qui travaillent donc beaucoup sur le cancer du câlin. Donc, ce HLA a permis de dégager des groupes qui sont susceptibles de développer ce cancer du câlin. Pour l'Afrique du Nord, c'est le HLA B13, le A23, le DRB1-07. Par exemple, pour l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la Chine et les autres pays asiatiques, c'est A2, c'est le B46, c'est le GRB1-03. Voilà. Donc, on sait, par exemple, que dans une famille, il peut y avoir plusieurs membres qui font le cancer du câlin. Donc, on fait leur HLA, on va le trouver, par exemple, s'ils sont en Asie, BA2. Donc, il y a des susceptibilités particulières selon le HLA. Deuxième facteur, ce n'était pas suffisant, d'accord, pour expliquer. C'est vrai, on a trouvé des HLA différents. C'est vrai, donc, ces HLA se regroupaient selon les pays, mais là, on a recherché encore, comme dans tous les cancers, les facteurs de l'environnement, de notre mode de vie. Alors, qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui peut nous rapprocher avec les Chinois? Donc, sur le plan culturel. Quand on dit plan culturel, ça veut dire aussi l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est la culture d'un pays. Alors, entre vous, nous, ici en Algérie, au Maghreb, et un Chinois qui vit dans le sud-est de la Chine, quels sont les rapprochements qu'on peut faire? Viande séchée. Les viandes séchées. Est-ce que les Chinois mangent beaucoup de viande? Poisson. Poisson. Juste des poissons. Très bien. Nous, on mange beaucoup plus Viande. de la viande. Alors, ça ne va pas nous rapprocher. Alors, je pense que vous avez tous des grands-parents. Voilà. Ça ne revient pas à l'alimentation en elle-même, mais à la façon de conserver nos aliments. Donc, il y a des pratiques qui sont communes aux deux sociétés, donc qu'elles soient dans le pourtour méditerranéen, donc dans les pays de l'Afrique du Nord ou de l'Est. Il y a la conservation, on est des sociétés donc, très ancestrales, donc aussi très conservatrices. Et pour l'alimentation, il y a des rites pour conserver. On peut créer ma cage frigidaire, ma cage congélateur. D'accord? Et il fallait trouver les moyens, lorsqu'on égorgeait un mouton, de le conserver À long terme. à long terme. Voilà. Et quelles sont les pratiques? Qu'est-ce qu'on fait pour conserver de la viande? Le sel est séché. On va la sécher Et de mettre du sel. et on met du sel. Voilà. D'accord? Voilà. Donc il y a aussi des particularités. Là, on fait le séchage, donc des viandes. Par exemple, en Chine, ils font le séchage, mais ils font aussi ce qu'on appelle la fumaison. La fumaison, c'est-à-dire qu'on va mettre entre des feuilles d'arbres particuliers, des essences d'arbres aussi, pour donner pour donner un goût, une odeur à l'aliment. D'accord? Voilà. Donc justement, ces pratiques, on a découvert, ces procédés de conservation, donc poisson, viande, séchée ou fumée, donc, vont développer des substances cancérigènes qu'on appelle les nitrosamines.
Et ce sont ces substances donc, qui vont être à l'origine de ce cancer du câlin. Vous avez aussi la carbonisation des aliments. C'est-à-dire, quand on abuse, on use et on abuse des barbecues avec une viande ou un poisson qui est cuit avec un ham. Ça, c'est pas bon aussi. D'accord? C'est déconseillé de prendre des poissons, des viandes avec de la carbonisation dessus. Donc, c'est toujours par rapport à ces substances qu'on appelle les nitrosènes. D'accord? Ça, c'est le premier facteur environnemental, qui est le facteur nutritionnel. Deuxième facteur, c'est le facteur viral. Donc, on a déjà parlé au début du virus Epstein-Barr. D'accord? Le virus Epstein-Barr, c'est un virus qu'on retrouve dans plusieurs pathologies. Vous allez dire lesquelles? Oui? Le cancer du col. Allez, le cancer du carbononier est là, ça, bien sûr, c'est clair. Cancer du col. Oui. Cancer du col. La mononucléose infectieuse, on est la banane. Il y a aussi Cancer du col. Oui, Cancer du col. cancer du col. Le HS. dans le nerf HSV, l'herpès. d'accord, la forme de préforme en Afrique subsaharienne, et vous avez dans le cancer du câlin. Alors, comment justement on a trouvé cet Epstein-Barr virus dans le cancer du câlin? Bien sûr, on a pris des biopsies des cancers du câlin, et elles ont été étudiées, pas seulement sur le plan histopathologique, mais aussi pour voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et quand on avait retrouvé, c'est qu'en mettant des marqueurs de l'Epstein-Barr virus, ils étaient positifs dans les cellules tumorales. C'est-à-dire qu'on a révélé la présence de l'Epstein-Barr virus au sein du cancer du câlin. Première chose. Deuxième chose, c'est, on le verra plus tard, les réponses immunitaires contre l'Epstein-Barr virus dans le cancer du câlin. Il y a un profil sérologique qui montre très bien que l'organisme essaie de se défendre contre ce virus. Donc, premier facteur nutritionnel, deuxième facteur lié à l'environnement, c'est le virus Epstein-Barr. C'est pratiquement le seul cancer des voies aérodigestives où donc l'origine étiologique a été pratiquement prouvée. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là? La question? Oui. Oui. Pardon? Le cancer? On est dans le chapitre donc, non. C'est d'emblée, évidemment, il ne change pas. Le type histologique ne va pas changer complètement. Certainement qu'il va y avoir des petites transformations au fur et à mesure, surtout des agressions, et ensuite, des éléments, donc, le type de cancer. Déjà, il y a la constitution histologique de la muqueuse. D'accord? Oui? Est-ce que les facteurs génétiques sont indispensables? Pas vraiment. On ne dit pas que c'est indispensable. Non, ça, c'est des facteurs qui ont été prouvés. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas de cet achat-là, que vous n'allez pas faire votre cancer du câlin. Donc, si vous avez des facteurs nutritionnels, si vous mangez H24 de la viande, vous êtes infecté un jour par le virus d'Epstein-Barr, c'est possible de faire une mononucléose. Ensuite, il reste à l'évacuation qui se réveille, les dizaines d'années plus tard. Donc, il faut qu'il y ait un faisceau de problème de charge. D'accord? Oui? Pas forcément, non. Ça ne veut pas dire que c'est ça le lien, donc celui qui a fait une MNI, ou là, il va faire un cancer du câlin. Non. D'accord? Bien, voilà un petit peu pour votre culture, ce fameux virus, voilà, à l'intérieur. Voilà, donc, on est très à la vente avec les virus ces 2 dernières années. Vous avez un petit peu la constitution avec la capside qui est à l'intérieur et le matériel génétique, le dégubant qui est à cette partie. Vous avez l'enveloppe qui l'entoure, et toujours, comme pour les virus, c'est glycoprotéines, donc d'enveloppe, voilà, qui sont responsables donc, du
de la réponse immunitaire, comme vous savez, pour le virus du SARS-CoV-2. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça va jusque-là pour les facteurs? Bien. Alors, l'alcool. Est-ce qu'il a un rôle? Non, non, Non. Non ou oui? non, Le tabac. non, 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 Oui ou non? non. Ah, non. Pour l'UCLP du CABOM, il n'y a aucun rapport. Donc voilà, alcool et tabac, pas de rôle. D'accord? Par contre, pour les pays européens, donc on peut avoir des carcinomes évidemment cavers chez les patients qui ont des antécédents d'alcoolotabagisme. Par contre, donc, le grand CABOM, comme il est vu dans les pays à forte endémicité ou à endémicité intermédiaire, il n'y a pas de rôle de l'alcool et du tabac. C'est ce que vous devez garder à l'esprit. Bien. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Pas de questions? Ça va pour tout le monde? Oui. Très bien. Ok. Donc on va passer maintenant au diagnostic positif. Donc quand on dit diagnostic positif d'une pathologie, donc ça veut dire qu'il va y avoir la clinique et les examens complémentaires. D'accord? Donc on dit diagnostic d'un cas de cancer du tabac, vous avez le diagnostic positif, le diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique. Et si on dit diagnostic positif, ça veut dire clinique plus donc examen complémentaire. Bien. Alors, vous avez une image ici de ganglion. Bien, on va commencer d'abord par cette belle phrase, la symptomatologie d'appel, c'est-à-dire des signes qui doivent nous alerter sur ce savant. Elle est tardive. Pourquoi elle est tardive? La négligence. Localisation. Tout à fait. Difficile à Donc, elle est tardive. Donc, il faut qu'il ait envahi les autres organes qu'on a cités, c'est-à-dire les fosses nasales, qu'il passe peut-être à travers la trompe, ou bien il va entraîner des répercussions sur la ventilation de l'oreille moyenne, qu'il descende dans l'oropharynx, ou alors qu'il donne d'emblée des métastases ganglionnaires. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est tardif. Donc le patient n'a pas de signes qui vont l'effrayer, qui vont l'amener à aller chez le médecin. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on n'est pas averti de ce type de cancer et qu'on ne connaît pas sa clinique, on peut passer à côté. D'accord? Alors, tardive, elle est trompeuse. Pourquoi elle est trompeuse? Pas de signe spécifique. Voilà, donc le TAVOM, qu'est-ce qu'il va faire? Le cancer du TAVOM, ça dépend où il va se développer, sur quelle paroi. Donc rappelez-vous un petit peu, donc on va parler de la paroi postéro-supérieure. C'est celui-là, c'est notre plafond. Donc on avait dit, il y a le sinus phénoménal, base du crâne avec les nerfs. D'accord? Il y a un cancer qui va se développer à ce niveau, bien qu'il va arriver à ce niveau. Donc il va entraîner une symptomatologie qui est propre à cette paroi. Qu'est-ce qu'il va donner? Peut-être qu'il va donner des paralysies de nerfs crâniens. D'accord? Il va donner quelque chose au niveau donc un nerf crânien, par exemple. Oculaire. Une paralysie du dos, ou là, une névralgie trigeminale. D'accord? Et là, le névralgie trigeminale, où est-ce qu'il va passer le patient? Il va aller chez qui? Neurologue. Voilà. Donc il va aller chez le neurologue. On va passer du temps à peut-être donner un traitement symptomatique. Si ça ne marche pas, on va pousser plus loin à faire des examens complémentaires. Faudrait-il que les examens complémentaires pensent aussi, si vous avez demandé une imagerie, à rechercher, donc à passer par le TAVOM. Et là, vous pouvez avoir votre patient qui va passer des mois à errer d'un médecin à l'autre sans qu'on pense au cancer du cœur. C'est pour ça qu'on dit que la symptomatologie est trompeuse. Si vous avez une obstruction, par exemple une grosse tumeur qui va vous obstruer la coale, qu'est-ce qu'on va avoir comme signe? Obstruction nasale. Obstruction nasale. Allez, tout l'obstruction nasale? Alors, vous allez avoir plein d'étiologies. Mais, peut-être,
entre toutes ces étiologies, celle que je dois éliminer d'emblée, c'est toujours le cancer. Toujours avoir à l'idée la hantise, donc de passer à côté d'un cancer. C'est pour ça qu'il faut y aller. Donc regardez le cavum, regardez les fosses nasales et voir s'il y a quelque chose. Donc vous voyez, c'est des symptômes assez banaux, fosse nasale, obstruction. L'épistaxis, vous allez penser à la fosse nasale. Paralysie du 12, paralysie donc. Une atteinte du 5, paralysie faciale, on va chercher autre chose. Et on ne pense pas toujours d'emblée au cavum. Et là, c'est pour ça que ça va donner un retard diagnostique avec une symptomatologie qui est trompeuse. Bien. Voilà, difficile à interpréter, c'est clair. Quand on ne connaît pas, donc, quand on connaît pas les rapports anatomiques, le cavum, je ne sais pas, non. Pourquoi est-ce qu'il y a une paralysie donc, du 12? Je ne vais pas penser au cavum, je vais chercher au niveau de la langue. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la langue? On va voir peut-être le cerveau, au niveau du tronc cérébral, le noyau du 12. Peut-être qu'il y a une tumeur qui est là-bas. Donc, on ne pensera pas à rechercher quelque chose qui est quand même accessible. Oui, mademoiselle. Madame, quelle est la coordination de développement du cancer? Est-ce que vous connaissez la réponse? Non. D'accord. On va la donner. Bien. On continue d'abord les signes cliniques. Donc, premier signe, puisque cette symptomatologie, elle est tardive, elle est trompeuse, elle est difficile à interpréter. Souvent, quand on reçoit les patients, c'est déjà un stade assez avancé, avec apparition de ganglions. Ça veut dire que le cancer, il est passé donc d'un site qui est localisé, il est déjà dans les ganglions. Si on dit qu'il est dans les ganglions, ça veut dire que déjà ça a donc progressé. Bien, ces adénopathies, elles sont retrouvées donc presque 40% des cas. C'est énorme. Alors, c'est souvent le motif de notre première consultation. Regardez le siège. En général, ce sont toujours des adénopathies hautes. Vous savez que chaque organe est drainé par un groupe ganglionnaire. D'accord? Le cavum est drainé par le groupe jugulo-carotidien. C'est pour ça que vous allez avoir donc des adénopathies qui sont hautes. Alors, déjà le siège doit vous interpeller. Elles sont hautes, elles sont sous-parotidiennes. Voici notre parotide, c'est cette glande que vous avez là, donc elles sont là. Et surtout, ça doit attirer votre attention, c'est le caractère palpatoire. Ce n'est pas mou, dur, c'est assez dur. Voilà, c'est assez dur. Elles ne sont pas douloureuses. Au contraire d'une adénopathie, par exemple, inflammatoire, d'une tuberculose ou de quelque chose, ou de n'importe quelle infection non spécifique. Vous avez des caractères inflammatoires, c'est rouge, c'est douloureux, ça donne de la fièvre. Là, ça permet d'aller vers quelque chose de banal. Par contre, si j'ai des adénopathies avec ces caractéristiques, ça doit m'interpeller. Je dois aller plus loin et prendre ça au sérieux. Bien. Les adénopathies. Deuxième signe. Ce sont des signes otologiques. Signes otologiques présents dans un quart des cas, c'est-à-dire 25%. Donc, les signes otologiques, c'est lorsqu'il y a une atteinte au niveau des deux parois latérales. Bien. Si on dit atteinte, ça veut dire que votre orifice tubaire, il va être obstrué. Donc, en général, la tumeur, elle ne rentre pas jusqu'à l'oreille moyenne, mais elle arrive au niveau de l'orifice tubaire et elle peut être plus ou moins obstruée. Et si vous avez une oreille moyenne qui ne respire pas, il va y avoir une répercussion sur ce qu'on appelle donc, une obstruction tubaire. C'est-à-dire vous allez avoir un patient qui va avoir une sensation de plénitude de l'oreille, il va avoir une sensation d'oreille bouchée. C'est ça les signes d'une obstruction tubaire. Si ça continue, il va installer une surdité de transmission. Pourquoi il va installer la surdité de transmission? Donc, il va installer un type d'otite qui est dû à la mauvaise ventilation de l'oreille moyenne. C'est ce qu'on appelle l'otite séromuqueuse. Donc cette otite séromuqueuse, il va y avoir une inflammation. Ensuite, il va y avoir du liquide qui va rentrer qui va être, par exemple, sécrété
dans l'oreille moyenne et il va gêner, ce liquide va gêner les mouvements de la chaîne ossiculaire et c'est pour ça que vous avez une surdité de transmission. Ensuite, quel est notre signe? Bien sûr, les acouphènes. Quand on a quelque chose dans l'oreille, ça va siffler, ça va entraîner des bourdonnements et ça peut être un signe d'appel. Alors, regardez ce qui doit attirer votre attention. Donc, pour toute surdité de transmission, on va penser au cancer. Par contre, regardez la prédominance unilatérale. C'est-à-dire, ça va vers un côté. Deuxième signe, le caractère douloureux. Donc, il va y avoir des douleurs associées à une obstruction tubaire, surdité avec des otalgies assez légères. Là, il faut que ça soit un peu inquiétant et ça vous pousse à regarder le cabane. Bien. Ça va jusque-là? Adénopathie sinotologique, oui. Ça dépend du cancer. D'accord? En général, ça commence toujours sur une paroi. Donc, ça va aller vers un côté, mais si vous êtes à un stade qui est assez avancé, avec tout le cavum qui est pris, vous pouvez avoir des adénopathies bilatérales, mais toujours avec une prédominance d'un certain côté. D'accord? Les signes rhinologiques, là aussi, c'est lorsque vous avez donc, cette obstruction, donc c'est un cancer qui, lui, va aller vers les fosses nasales. Donc, on a vu latéralement, donc les fosses nasales, en haut, c'est donc, on va en haut, donc sidérologique, ça représente 20%. On a dit obstruction nasale avec des rhinorrhées, on peut avoir des rhinorrhées dedans, on peut prendre ça pour une sinusite par exemple, on prend juste une rhinite infectée. Les épistaxis, donc souvent d'un seul côté, ça doit vous attirer la obstruction d'un seul côté, épistaxis d'un seul côté. Qu'est-ce qui se passe? Sinusite. Si vous avez une fosse nasale, une fosse nasale qui est comblée, donc qui est fermée, qui ne respire pas, donc il va y avoir une sinusite réactionnaire. Donc le patient peut venir tout simplement avec des douleurs au niveau des sinus maxillaires, des sinus frontaux, et ça peut prêter à confusion. Et enfin, donc on avait dit que le cavum servait à la phonation, donc on peut avoir une modification de la voix, un type de voix nasonnée, c'est-à-dire il y a un crachement. Si le patient va vous dire, donc moi je parlais bien, maintenant on me dit que j'ai une voix qui est nasonnée, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant les signes neurologiques, c'est ceux qui sont dans la paroi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Si vous êtes dans le cerveau, donc vous allez avoir des céphalées, ils peuvent donc, vous attirer. Vous avez des névralgies faciales, en particulier dans le territoire maxillaire supérieur. C'est le 5-2. Donc ça doit. C'est le 5-2. On peut avoir aussi les autres nerfs moteurs, c'est-à-dire le 7, le 6, pardon. Le 6, c'est le nerf oculomoteur. Oculomoteur, très bien. Donc on peut avoir une diplopie, donc apparition d'une diplopie. Il faut y penser. Le trismus avec le 5, donc c'est des névralgies, donc vous savez que le 5 est essentiellement sensitive. Mais il a une branche motrice pour les nerfs, pour le muscle. Pardon? Mastication. Pour le muscle? Mastication. Il y en a beaucoup des muscles. D'accord. Donc, trismus, donc c'est pour ça qu'on a une bouche qui ne s'ouvre pas. Plus fréquemment, vous pouvez avoir une atteinte des nerfs mixtes, c'est-à-dire le 10, le 9, le 10 et le 11. Et vous avez aussi une atteinte du 10. Est-ce que c'est clair pour les signes d'appel? Oui? Quels sont les signes les plus fréquents? Adénopathie. L'adénopathie rouge, c'est ceux qui vont apporter le malade. Donc, le signe le plus fréquent, c'est celui qui sera développé à partir de la paroi qui est touchée. Mais ce n'est pas évident que le patient, en ressentant le liquide d'obstruction nasale, vienne vous voir en consultation. Parce que pour lui, l'obstruction nasale, ça peut être la rue, ça peut être autre chose, dans une petite infection, et il ne va pas tenir. Il faut qu'il y ait d'autres signes, et c'est les adénopathies qui vous ramènent
des signes alarmants. Par exemple, une épistaxis. Oui. Une épistaxis, donc ça peut vous ramener un patient à évoluer à un stade assez précis. Et c'est calé, par exemple. Une attelle nerveuse. D'accord? Une attelle du pouce partout, une attelle du nerf, une paralysie locale des brachies. Ça peut vous amener. Donc, il faut que les signes soient assez mais assez perturbant pour le patient pour qu'il vienne sinon, souvent vous avez la tumeur qui va se développer et vous pouvez avoir surtout donc là, je vous ai décrit si chacun, hein, mais on peut avoir un tableau avec 2, 3 signes, voire 4 signes qui sont associés. C'est clair? Donc on peut avoir un patient qui vient avec adénopathie. Vous retrouvez des signes rhinologiques, vous retrouvez des signes oncologiques, vous retrouvez à l'examen clinique, donc des signes neurologiques. C'est clair? Donc c'est pour ça qu'on dit que la symptomatologie, elle est confuse. C'est clair? D'accord? Bien. Alors, l'examen clinique, bien sûr, donc on a vu les signes cliniques. C'est les signes que vous rapporte le patient lorsque vous l'interrogez. Maintenant, vous passez à votre examen. Donc, nous, on est dans le CABOM. Donc, dans le CABOM, on va commencer par voir, bien sûr, les fosses nasales. Alors, la fosse nasale, si vous avez de la chance, en plaçant juste un spéculum, vous voyez ici, on peut voir si la tumeur est assez importante. Donc, la tumeur au niveau de la fosse nasale. D'accord? Et là, vous n'allez pas savoir ce que c'est la fosse nasale ou c'est le CABOM. Donc, il faut passer à un autre type d'examen, ce qu'on appelle la rhinoscopie postérieure. Ou bien, donc, avantageusement remplacé aujourd'hui par la nasofibroscopie. Ok, donc cette rhinoscopie postérieure ou encore la nasofibroscopie, donc là, elle va vous apporter la certitude diagnostique. Un tableau clinique, et je retrouve quelque chose à mon examen clinique, à la rhinoscopie ou à la naso. Et là, je fais le lien entre les deux. Donc, et là, je suis devant une suspicion de cancer du sein. Alors, si on trouve justement cette masse, il faudra préciser le siège, l'aspect bien sûr macroscopique. Donc, est-ce que c'est bourgeonnant, est-ce que c'est ulcéré, c'est infiltrant? Il y a quelquefois des formes ulcéro-bourgeonnantes. Il faut bien la décrire. Et geste ultime, c'est la biopsie. C'est elle qui va vous donner donc le diagnostic définitif et de certitude. Alors, voilà comment on fait la biopsie. Donc, ça se fait la plupart du temps sous anesthésie donc locale, avec peut-être une prémédication lorsque vous avez des sujets qui sont un petit peu pusillanimes, qui ont un petit peu peur. Donc, on peut avoir une petite prémédication. Vous faites une petite anesthésie locale. Vous voyez ici, c'est des mèches imbibées donc d'un anesthésique local. On va placer dans la fosse nasale. Donc, ça va diffuser un petit peu vers le cavum. Ensuite, vous avez une pince spéciale. Vous voyez un petit peu la forme? D'accord? On rentre à travers la bouche. Donc, elle va épouser et elle va aller par la forme qui regarde en haut vers le cavum. Et on va enlever une partie donc, de la tumeur et l'envoyer à la nappe. D'accord? C'est bon pour la biopsie? Oui? Pas à l'aveugle. On a notre miroir, ou encore mieux, des optiques qui rentrent par une fosse nasale, tandis qu'on travaille avec. On ne peut pas faire à l'aveugle. Sauf si vous avez une grosse masse tumorale qui quelquefois descend à l'oropharynx. Là, c'est facile, vous mettez un baisse-langue et vous tirez. D'accord? Mais il faut toujours, en ORL, on a toujours ces sous-entendus d'avoir de la lumière. On ne peut pas aller à l'aveugle. C'est bon? Bien, on va voir un petit peu une vidéo sur la rhinoscopie de Barreau. Voilà. Donc, miroir. Le patient ou encore l'étudiant qui est volontaire. Voilà, donc on passe un abaissement. Vous avez un miroir laryngé pour regarder. Et voilà, vous êtes dans la fosse, donc dans le cavum. Le miroir est
tourner vers le haut et on regarde vers le cadre. Donc ça, c'est la technique classique, entre guillemets. Maintenant, c'est avantageusement remplacé, regardez, par la nasofibroscopie. Hein, c'est le même principe que la fibroscopie digestive ou bronchique. Hein, vous rentrez à travers, vous voyez ici le médecin, vous rentrez à travers la fosse nasale, c'est très fin. On a de la lumière, voilà un câble de lumière, vous avez de la lumière, vous rentrez et vous examinez donc votre cavum à travers votre fosse nasale et vous passez au câble. D'accord? Bien. Bien, on va voir justement ce que va nous donner Bien. Je vais essayer de vous commenter au fur et à mesure, quand vous rentrez avec un nasofibroscope, ce que vous allez voir. Très bien. Là, on est dans la fosse nasale, d'accord? Qu'est-ce que c'est ici? C'est un corps. Bon, c'est le premier, donc vous reconnaissez les poils, d'accord? Là, on est pour... Voilà. On va se repositionner, voilà, on va recommencer. Très bien. Voilà, vous avez là le septum, hein, c'est la cloison nasale. Le cornet inférieur, très bien, voilà le septum, cornet. Vous avez le méa inférieur. Le méa, c'est l'espace que forment les cornets avec la paroi externe des fosses nasales. Et ces méas sont souvent des régions de drainage des sinus. Voilà. Voilà, donc là, cornet inférieur, on reconnaît ici le cornet moyen. Voilà, le cornet moyen avec le récessus. Donc le conduit lacrymonasal qui passe dans le cornet inférieur. Voilà, donc on va prendre le chemin là où il y a un petit espace pour passer. Donc on est toujours dans la fosse nasale, hein, d'accord? Voilà le méa moyen formé par le cornet moyen et la paroi externe. Donc c'est là où se drainent les sinus maxillaires et frontaux, et ethmoïdaux antérieurs. Donc on va avancer, voilà, dans la fosse nasale. Très bien. Voilà, vous avez, pour remonter un petit peu en arrière, le nez intérieur, le cornet inférieur, les filles nasales. Donc les difficultés sont liées souvent à l'architecture de la fosse nasale. Hein. Donc on n'est pas sur le même pied pour notre nez. Chacun a son nez qui est formé. Donc on a toutes les structures, mais il peut y avoir des déviations, il peut y avoir des cornets importants qui peuvent gêner plus ou moins cet examen. Très bien. Voilà votre coane. Vous avez vu la coane? Voilà. Ça c'est la coane. Toujours donc le septum. Voilà, donc le cornet inférieur. Et là, vous avez votre cavum. Voilà. Très bien. Regardez le moment de déglutition. Voilà votre palais. On peut vous voir du palais avec la face supérieure qui monte et qui ferme. Vous voyez? Très bien. Donc il n'y a pas. Et puis, voilà la fossette rosalinaire. Il y a aussi ce qu'on appelle les glandes de Tordouol. Et voici votre orifice tubaire. Vous voyez?
ça, c'est la paroi supérieure. Voilà l'orifice de Thornwood, oui. Ça peut cacher, ça dépend de l'anatomie. Ça dépend de nous. Il y a des gens qui ont des petits voiles, donc avec un oropharynx qui est assez large. Donc on peut rentrer avec un miroir et voir l'inverse. Par contre, si les sujets ont un petit oropharynx, avec peut-être aussi une langue qui est assez développée, surtout la base de langue, ça peut être difficile. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On va faire des sondes. D'accord? On fait des sondes. On va passer comme si vous alliez faire une sonde nasogastrique. Et au lieu que ça descende dans l'estomac, quand ça descend, vous allez faire couvrir au patient. Vous mettez la sonde, vous lui faites ouvrir la bouche. Dès que vous voyez la sonde arriver au niveau de l'oropharynx, on la retire. On fait ça des deux côtés. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va nouer les deux sondes de part et d'autre. Et là, vous avez le voile qu'on va relever. Et donc, on peut accéder facilement. Voilà. D'accord? Bien, on revient à notre cours. Donc, on va voir une image qui est sur le cancer. Donc, vous voyez la différence de la vidéo qu'on vient de voir. Regardez ici. Voici votre couronne. Et voici donc une tumeur qui obstrue donc complètement la couronne. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc là, normalement, c'est à faire donc une biopsie. Bien. Donc on continue toujours. Donc l'examen clé dans le cancer du cavum, c'est bien sûr la rhinoscopie postérieure ou la nasofibroscopie. Mais rappelez-vous qu'il y a d'autres organes qui peuvent être touchés autres que le cavum. Comment on va le faire? Il faut faire un examen clinique complet. C'est-à-dire qu'on va regarder les oreilles aussi. D'accord? Les oreilles, on va les voir avec un spéculum, soit avec un miroir, soit avec un microscope si on en a. Regardez ici, on peut avoir une otoscopie qui est tout à fait normale. Donc on reconnaît là un tympan qui est normal de par sa couleur, de par donc, la transparence. Ici. Regardez ce qu'on peut avoir aussi. Si on a une otite séromuqueuse, premier stade sur le plan otoscopique, c'est d'avoir une rétraction tympanique. Pourquoi? Parce que l'oreille ne respire pas bien. C'est comme si vous aviez une chambre qui est mal aérée. Si elle est mal aérée, elle va un petit peu avoir tendance à avoir. Il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas assez d'air à l'intérieur. S'il n'y a pas assez d'air, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le tympan, il n'est pas rigide, c'est quelque chose de souple. Si vous avez une pression qui baisse au niveau de l'oreille moyenne, il va être attiré. Et quand vous faites votre otoscopie, vous allez avoir, regardez ça, c'est pratiquement le niveau normal, mais là, regardez, le tympan, il est attiré vers le dedans. Et stade où vous pouvez confirmer votre otite séromuqueuse. Regardez cet aspect. Donc c'est l'inflammation, mais surtout vous avez ce qu'on appelle des bulles hydroaériques. Il y a de l'air, il y a aussi un épanchement liquidien. Épanchement liquidien qu'on voit ici. Voilà, regardez ici. Voilà, des petites bulles d'air et de liquide. Et là, on est sûr qu'il y a un épanchement liquidien. Donc, pour l'otite séromuqueuse, c'est une pathologie qu'on voit surtout chez les enfants. D'accord? C'est parce qu'ils ont des grosses végétations, souvent, avec d'autres facteurs, bien sûr, mais c'est une pathologie qu'on voit chez l'enfant. Et elle est bilatérale. Quand vous voyez une otite séromuqueuse comme ça, d'un seul côté, chez un adulte, c'est la première chose que vous devez faire, aller voir son cas. C'est pas normal. D'accord? Ce n'est pas une pathologie donc, du sujet donc, adulte. C'est une pathologie de l'enfant et surtout, ce caractère unilatéral doit vous interpeller. D'accord? Bien, on continue l'examen de l'oropharynx en mettant juste un abaissement. Donc, si la tumeur se développe assez volumineusement, donc on peut aller vers donc, une tumeur qu'on voit juste en mettant un abaissement. L'examen neurologique, pardon.
c'est quoi? Là, vous avez Close. Donc, c'est un syndrome de Claude Bernard. Là aussi, il faut chercher donc, ce qui se passe. Là, on terminera. On a fait notre examen au Wawel. On va vers les aires fonctionnelles. Il faut aller les pacter de façon bilatérale, comme vous voyez ici, hein, en recherchant les adénopathies qui sont palpables. Donc, on va les décrire. Les adénopathies, on va préciser leur siège, on va préciser leur caractère. Elles sont dures, elles sont fermes, hein, elles sont douloureuses ou pas, d'accord? Plusieurs caractères et on va le nommer. Voilà. D'accord? Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, j'ai parlé avec mon patient, j'ai fait mon interrogatoire, j'ai retrouvé mes signes cliniques, j'ai fait mon examen clinique, j'ai retrouvé ma tumeur, j'ai fait compléter mon examen par l'autoscopie, l'oropharynx, les abdominales. Donc normalement, j'ai en ma tête ce diagnostic de cancer du cœur. Maintenant, j'ai fait ma biopsie. En attendant la biopsie, bien sûr, il faut gagner du temps. Pour gagner du temps, donc, il faut aussi avoir des examens complémentaires. Ces examens complémentaires, ils ne vont pas vous donner le diagnostic en lui-même, ça c'est l'anapath qui va le donner, mais ces examens complémentaires vont vous dire l'extension de la tumeur. Ce que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Vous allez voir une tumeur dans le cavum, mais vous ne savez pas si elle est dans la base du crâne ou pas, hein, surtout s'il n'y a pas de signe clinique d'appel. Alors, les examens complémentaires, ce sont surtout des examens d'imagerie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Essentiellement le couple TDM, c'est-à-dire scanner, et IRM. À quoi ils servent? Donc, ils peuvent nous déterminer le point de départ. Bon, c'est assez intéressant parce qu'en général, c'est là où se forme la tumeur. Donc, l'extension tumorale. À travers cette extension tumorale, il va y avoir une stadification, hein, ce qu'on appelle le staging. Et, bien sûr, ça va nous servir, hein, de document pour faire un protocole thérapeutique à notre patient. Alors, ensuite, quel est l'intérêt aussi de ces examens? Une fois qu'on a traité notre patient, hein, c'est la surveillance. D'accord? Voilà. C'est surtout rechercher s'il y a éventuellement une récidive de ce cancer que j'ai traité. D'accord? Alors, on va voir, voilà des images de scanner. Vous avez, regardez, alors commentez-moi un petit peu. Là, c'est la fosse nasale. Regardez, énorme tumeur du cavum qui a détruit pratiquement votre fosse nasale. Et surtout, regardez ici, elle est. Regardez. Elle est dans le cerveau, exactement. Voilà. Donc, regardez ici aussi. Voilà, donc votre cavum, il est à peu près là. Donc là, c'est les fosses nasales, c'est les sinus maxillaires. Regardez ici, c'est une cellulite maxillaire réactionnaire. D'accord? Voilà. Et là, vous avez votre tumeur qui est là. Voilà, donc là aussi. Donc, une tumeur. Et là, est-ce que c'est une cellulite ou est-ce que c'est une extension? Donc, seul l'IRM peut vous le montrer. Ça, c'est le scanner. Donc, le scanner, quel est son intérêt? On vient voir l'extension. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Les images de oui. Très bien. Voilà, c'est les images d'atteinte osseuse. C'est le scanner qui va vous donner. L'IRM, voilà, c'est les parties. Très bien. Voilà. Votre tumeur. Voilà, donc après prise de contraste, encore ici. Encore ici. Voilà. Cavum, fosse nasale. Donc là, plus que les fosses nasales, ça va aussi vers les sténoïdales, etc. Est-ce que c'est clair? Ça va? Très bien. Alors, là, c'est juste pour votre culture générale. Autrefois, donc, avant qu'il y ait donc, le scanner et l'IRM, donc on se contentait d'avoir des clichés standards. Vous avez ce qu'on appelle ici, c'est une radio du cavum. Hein, c'est une radio qui est faite de profil, qui ressemble aux faces de profil. On reconnaît ici les voies aériennes. Là, on voit la tuméfaction. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un cancer, comme ça peut être juste des végétations. Donc, on ne le sait pas, surtout qu'il y a des germes dentaires, donc c'est un sujet qui est assez jeune. Voilà, mais vous n'allez pas avoir tous les renseignements que vont vous donner une IRM ou donc un scanner ensemble. Vous avez deuxième incidence, c'est cette incidence de Hertz, base du crâne. L'incidence de Hertz va vous montrer
donc les différents sinus, donc aussi votre carbone. Voilà votre carbone, il est là. Donc, c'est maintenant dépassé. Donc, on n'utilise plus donc, de radiologie standard pour explorer un cancer du cœur. Bien. Alors, oui. Ça, c'est le radiologue qui va vous le montrer. Hein. En général, c'est là où il y a le maximum donc, de tumeurs, avec le maximum peut-être aussi de lésions osseuses. D'accord? Alors, sur le plan thérapeutique, ça n'a aucune incidence, hein, d'accord, de déterminer le point de départ par rapport à un autre. C'est qui est. Alors, bon, comme dans tout cancer, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de faire le diagnostic de traiter. Ce serait encore mieux de pouvoir dépister à un stade précoce. Parce que plus le diagnostic est fait de façon précoce, plus donc les chances thérapeutiques, les chances de votre patient sont importantes. Bien, alors sur quoi on peut utiliser donc ce dépistage? Déjà, le dépistage est un dépistage qui coûte très cher. Donc même dans les pays développés, le dépistage est quand même assez onéreux. Ça veut dire qu'on va avoir certains moyens, et c'est pour ça que le dépistage, il doit être guidé, orienté vers les sujets à risque. D'accord? Qu'est-ce que j'appelle par sujet à risque? Par leur provenance géographique, d'accord? Par leurs habitudes, peut-être. Là, je n'ai pas un facteur dans le cadre. Regardez-le, l'enfant jusqu'à un sujet âgé. C'est pas un facteur qui doit attirer votre attention. Donc, si j'ai par exemple, donc, vous êtes de Gare, voilà. Vous êtes de Gare en Norvège, vous recevez, donc il y a beaucoup de ressortissants chinois qui travaillent maintenant dans notre pays. Vous recevez quelqu'un qui vient donc de Chine, qui a une épistaxis grave. Vous faites vos gestes, vous faites votre très bien, bon, je guéris l'épistaxis, c'est bon, ça va s'arrêter. Je vais peut-être contrôler le patient une deuxième fois, mais venant ce patient, donc ça veut dire cette particularité géographique, pensant à l'épistaxis, peut-être qu'en faisant votre examen, donc en méchant votre patient, vous allez trouver une adénopathie du même côté. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rechercher le cancer, alors que lui, il n'est pas demandeur, il n'a pas de signe réellement d'appel. Donc, à part donc, cette épistaxis qui est venue, donc il n'y a pas de signes donc, graves qui vont amener à consulter. Et justement, le rôle de dépistage, c'est donc, de passer en avant un stade précoce de ce diagnostic. Alors, ce diagnostic, ce dépistage, bien sûr, il y a deux types de dépistage. Il y a le dépistage basé sur la sérologie. Vous vous rappelez, quand je parlais des facteurs étiologiques, on avait parlé donc du profil sérologique particulier donc, des patients qui ont un cancer du cœur. Alors, ce profil sérologique, regardez, vous avez pratiquement une augmentation de tous les anticorps, IgG, IgA. Donc les IgG et les IgA sont dirigés contre ce qu'on appelle le BCA. Le BCA, c'est l'un des composants que je voulais montrer du virus. Ça veut dire c'est la capside. Voilà. Il est dirigé vers la capside du virus. Vous avez le A. Le A, c'est l'early antigène. C'est un antigène précoce qui apparaît donc, dans le sang dès qu'on commence à avoir donc, ce cancer. Si vous avez IgG, IgA dirigés contre le BCA et le A qui sont augmentés, si en plus vous avez une augmentation aussi des IgG dirigés vers le noyau, c'est-à-dire antinucléaire, EBNA, ce qu'on appelle, là, vous allez penser à un cancer du cœur. Donc le dépistage peut se faire par la sérologie, mais la sérologie coûte cher. Donc pour avoir ces immunoglobulines, pour avoir les marqueurs, donc ça c'est assez cher. Vous avez aussi un autre
qui est la protéine zébra. Pour le moment, c'est surtout utilisé donc, dans les études donc, et dans la recherche. Alors, cette protéine, c'est elle qui va réveiller le virus. C'est elle qui va entraîner le virus pour faire de la réplication. Voilà. Et ce virus qui était dans une forme quiescente, il dormait, il va se réveiller sous l'influence de cette protéine zébra. Donc, c'est assez intéressant donc, de la doser, de la rechercher dans le sang d'un patient atteint de cancer du câlin. Ça peut être donc un élément donc, de diagnostic précoce. C'est plus sensé, peut-être aussi plus sage, c'est l'utilisation courante des nasofibroscopes. Donc ça doit être démocratisé, le nasofibroscope ne doit pas être juste, donc peut-être confiné à un ORL, et il faut avoir la même facile, c'est-à-dire que si vous avez un patient qui vient pour une adénopathie, donc je regarde l'adénopathie, même si je suis un petit peu rassurée que ce n'est pas tout à fait le cancer du cavum, je garderai 5 minutes encore le patient pour regarder à travers le nasofibroscope son cavum. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les deux moyens, la sérologie et donc l'utilisation courante du nasofibroscope qui peuvent être utilisés comme moyen de dépistage. Donc je le répète, ça reste un dépistage pour les personnes à risque. D'accord? Ça va? Bien. Donc tout ça, c'était le diagnostic positif. Maintenant, on a le diagnostic différentiel. Tout ce qui est dans le cavum n'est pas cancer. Bien. Donc il y a d'autres pathologies qu'il faut connaître. Donc c'est avec un petit peu d'expérience, dès qu'on voit, et on peut avoir donc la différence entre deux pathologies. Chez l'enfant, pour rappeler, on avait dit que vous aviez une végétation adénomique, donc une nervotite qui sort au niveau du toit, du cavum. Ça peut donner la même image, donc regardez ici. Voilà. Voilà, c'est une masse bourgeonnante qui est dans le cavum. Mais je ne vais pas avoir les signes du cavum, il n'y a pas de signes neurologiques, il n'y a pas d'adénopathie, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de problème d'oreille. Donc c'est juste un problème d'obstruction nasale en général. Là, on fait notre ablation de végétation adénomique. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez aussi envoyer à la NAPAC et ça va vous répondre donc qu'il y a juste donc, des végétations, une hypertrophie du tissu dermoïde et non pas un cancer. Vous avez le deuxième diagnostic à évoquer, c'est ce qu'on appelle le polype de Killian. Le polype de Killian, c'est un polype qui est unilatéral. Regardez ici. On le voit ici, donc au niveau de cette fosse nasale. Voilà, donc c'est un polype qui se développe avec une partie dans le sinus maxillaire et une autre partie dans la fosse nasale. Donc et là, surtout problème obstruction nasale, quelquefois aussi problème de sinusite, mais on ne retrouve pas les épistaxis, on ne retrouve pas d'adénopathie, on ne retrouve pas d'examen, donc l'examen neurologique, le signe neurologique. Et si vous connaissez bien donc l'aspect d'un polype, vous allez rapidement redresser le diagnostic. Comment se présente un polype? Une végétation. Oui. Encore. Oui. En général, il y a une partie dans le sinus et une partie dans oui, il est transparent. D'accord? Le polype est transparent. Donc c'est comme ce qu'on décrit en général les polypes comme les vessie de poisson. Il y a des parties qu'on appelle la vessie de poisson qui est transparente et ça ressemble à ça. Ça fait grande différence avec la masse bourgeonnante, charnue, rosée, etc. D'accord? Donc avec le temps, on apprend les reconnaître. Deuxièmement, et troisième phase de diagnostic, et le plus dangereux, là aussi, c'est ce qu'on appelle le fibrome nasopharyngien. Alors, c'est quoi le fibrome nasopharyngien? C'est une tumeur qui est développée aux dépens d'une artère importante qui irrigue le nez, les sinus, donc le cavum. Et c'est ce qu'on appelle donc une tumeur vasculaire. Alors, particularité
elle se développe chez l'adolescent, donc de sexe masculin. On peut avoir une obstruction nasale, on peut avoir des épistaxis, donc on peut avoir aussi des signes neurologiques parce qu'elle va se développer. Et regardez quand on voit à la nasofibroscopie, donc c'est une tumeur, regardez la différence par exemple. Donc ça c'est une rouge, donc qui est parcourue par des vaisseaux. Et qu'est-ce que je ne dois pas faire ici? En géographie. Très bien. Je ne dois pas faire si je vois quelque chose comme ça, si j'ai le moindre doute, je m'arrête. Je ne continue pas ma rhinoscopie postérieure ou ma naso avec les oxycalaires. Je vais m'arrêter. Je vais demander L'angiographie. une imagerie, pas d'angio. On ne fait plus d'angio, donc on fait un scanner ou bien une IRM avec opacification. Donc on va demander au radiologue, on va lui dire c'est une tumeur, suspicion de tumeur vasculaire. Donc il va vous faire ce qu'on appelle un angioscan ou un angio-IRM. D'accord? Voilà. Et là vous allez avoir, il va vous répondre facilement que c'est une tumeur qui est vasculaire. Pourquoi? Comment il va reconnaître? Parce que c'est une tumeur qui va prendre le produit de contraste de façon très importante. D'accord? Donc là, c'est un autre type de prise en charge. Ce n'est pas la prise en charge du cancer du sein. Ça va jusque-là? Oui. Bien. Chez l'adulte, donc on peut trouver, regardez ces images, là c'est des ulcérations. Vous avez des affections spécifiques comme la sarcoïdose, la syphilis et surtout la tuberculose au niveau du cavum qui peuvent être présentes. Mais là, ici, ce n'est pas réellement spécifique. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la virus. C'est la maman qui va redresser le diagnostic. Il va me dire c'est une tuberculose du cavum, c'est une syphilis du cavum. Bien, les autres tumeurs bénignes, vous avez surtout des kystes. Vous avez vos arachnoidophyses dont je vous ai montré tout à l'heure sur la vidéo. Voilà donc des kystes qui se développent à partir de cet orifice. Voilà ici, sur une belle IRM, voilà, une kyste de Thorwald. On peut avoir aussi d'autres tumeurs bénignes, un type de lipome, un type de papillome. Donc là aussi, seule la patte va vous enrichir. C'est bon? Bien. Maintenant, une fois que j'ai fait mon diagnostic, j'ai mon imagerie, j'ai éliminé les autres diagnostics, je vais passer à la prise en charge thérapeutique de mon patient. Bien. Alors, comme dans tous les cancers, une fois qu'on a diagnostiqué et qu'on a la patte, on ne passe pas au traitement directement. Voilà. Donc, on fait ce qu'on appelle le bilan d'extension, le bilan pré-thérapeutique. Donc, bilan pré-thérapeutique, il va comprendre bien la recherche, bien sûr, de métastases. Donc, on a vu les adénopathies, mais on va rechercher les métas à distance. Métas à distance qui sont en général rares au premier examen. Elles sont surtout pulmonaires, hépatiques, donc, et plus rarement osseuses. Alors, comment on va rechercher ces métastases? Par l'examen clinique. Donc, c'est des aires embryonnaires, on vient de les voir cervicales, on vient de les voir. On recherche aussi des adénopathies maxillaires qui témoignent aussi d'une évolution plus importante du cancer. On fait un cliché du thorax. Pourquoi? Métastase pulmonaire. Voilà, très bien pour les métapulmonaires. Une écho abdominale Hépatique. pour les méta-hépatiques. Voilà. Donc il faut le faire systématiquement. D'accord? Donc on ne peut pas savoir si un patient il a une écho abdominale. Par exemple, il n'a pas d'écho abdominal, s'il a une méta ou pas. Donc il faut le faire. Ça fait partie du bilan. Là, regardez, cliché du thorax, écho abdominal. Maintenant, ça tend à être remplacé, les deux examens entre guillemets un peu dépassés. Donc, en général, on fait ce qu'on appelle une TDM cervicothoracique. Une TDM qui va vous prendre du bout de la tête et qui va descendre au thorax jusqu'à l'abdomen. Là, vous aurez tout donc le corps qui va être diagnostiqué. Bien. On peut demander aussi une scintigraphie osseuse. Donc, si on voit s'il y a des méta-osseuses, surtout si le patient va se plaindre de douleurs au niveau des os, d'accord, il faut prendre chaque signe au sérieux. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle donc, la TDM et l'IRM. On vient de les faire, du cavum et donc la base de crâne, vous avez vu.
Et il y a aussi ce qu'on appelle le PET scan. Voilà ce que c'est que le PET scan. Voilà, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, je pense qu'en Afrique, il n'y en a que 2 et elles sont en Algérie. Vous avez le PET scan. C'est d'ailleurs le premier à Tizi Ouzou, je suis à Libéral. Et je pense qu'au CHU de Bedouin, Kéwa. Voilà, donc c'est un scan plus une injection d'un produit spécial qu'il va prendre donc au niveau du corps et on va regarder. Voilà, donc il va y avoir une consommation excessive. Donc le produit est à base de glucose. Donc vous savez tous que les cellules cancéreuses sont très avides d'énergie, sont très avides de glucose. Elles se nourrissent pour se redévelopper encore. D'accord? Ça va attirer, donc, et on fait notre scan, et on va retrouver donc des prises comme ça. Donc, ils vont dire que le patient, par exemple, il a des méta-hépatites. C'est clair? Très bien. Donc, ça, c'était tout le bilan pré-thérapeutique. Alors, bilan pré-thérapeutique pour le cancer, mais je vais préparer mon traitement. Si je prépare mon traitement, donc, il y a plusieurs choses aussi à faire. On a un bilan stomatologique. On va regarder la dentition de notre patient. Je vais vous dire pourquoi. Peut-être si vous le savez, vous allez me le dire. Donc, on fait un examen, on fait un cliché panoramique, ça c'est un cliché dentaire, voilà. On va voir l'état de la dentition, si c'est bon. S'il y a des caries dentaires, s'il y a des chicots dentaires, c'est-à-dire les dents qui sont cassées, il faut tout nettoyer. Au niveau de la qualité du temps. Pourquoi? La sinusite. À cause de la radiothérapie. Très bien. Sinon, ça va donner quoi? Si j'ai un patient que je vais irradier avec une dentition qui est en mauvais état, vous allez avoir ce qu'on appelle de la radionécrose. C'est-à-dire que l'os, il y a la dent qui est carriée, la dent qui est cassée, est toujours une dent qui contient des germes. Donc, si vous irradiez sur une dent qui contient des germes, cette dent va finir par... l'infection va se propager et vous allez avoir donc une érosion de l'os donc, par cette radiothérapie. C'est pour ça que ça fait partie de la préparation donc, de notre patient. Bien. L'examen ophtalmologique, c'est pour détecter surtout les problèmes de diplopie, les problèmes donc, de mouvement anormaux des globes oculaires. Le bilan audiométrique et impédance métrique, il faut le faire si un patient a une surdité de transmission. D'accord? Donc on va voir la transmission, elle est à combien, etc. Combinée bien sûr avec l'examen clinique qu'on a. Et la sérologie anti-EBV, quand c'est possible, ce n'est pas toujours disponible. Et bien sûr, on terminera par l'appréciation de l'état général de votre patient. Alors, l'état général, c'est sur cet indice de Karnofsky qui dit, donc, vous allez avoir plusieurs stades selon votre patient. Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il se lève? Est-ce qu'il est autonome? Tout ça sont retrouvés et vous avez donc une petite cotation. Et là, vous pouvez dire que le patient est en bon état général, il est en état général moyen, il est en état général altéré, etc. D'accord? Voilà. Maintenant, là, j'ai fait mon bilan pré-thérapeutique. Ma biopsie donc, a été envoyée. J'ai reçu mon nanapathe UCNT du Cavan. Voilà. Tout cancer doit être classé avant d'être traité. C'est en fonction de votre classification que l'on traite. Les protocoles thérapeutiques s'adressent à différentes classifications. Bien, comment je vais classer? Vous avez d'abord cette classification, pardon, c'est celle que je vais vous donner, c'est celle de 2016. Je vais rectifier 2016, donc vous allez avoir sur la version écrite. Donc 2016, donc vous avez du T1 jusqu'au T4. Le T1, c'est une tumeur qui est localisée à une paroi, par exemple. Le T4, c'est une tumeur qui a envahi. Il y a le T, il y a le N. Le N, c'est les ganglions. Très bien. Le M,
Donc les ganglions, ça va du M0, il n'y a pas de ganglions, jusqu'au M3. D'accord? Où les ganglions donc, sont disponibles. Voilà. Donc le T1, voilà, c'est une tumeur localisée. Voilà par exemple pour les ganglions, le N1, c'est une tumeur qui est de moins de 3 cm et d'un seul côté. Vous avez le T2, le N2, pardon, c'est une tumeur de moins de 6 cm et qui est bilatérale. D'accord? Voilà, le N3A, c'est une tumeur qui est de plus de 3 cm, de 6 cm, pardon, et qui est donc d'un seul côté. Par contre, le N3B, c'est n'importe quel côté, mais avec donc n'importe quelle taille, mais avec donc une localisation assez péjorative qui est le creusus clavier. T, M, M0, pas de métal. M1, présence de métal. Donc il n'y a pas de M1, M2, M3, on s'arrête à M1, ça veut dire présence de métal dans le cancer. Voilà. Le traitement, on y arrive. Tous les cancers, en général, vous avez 3 moyens thérapeutiques. L'irradiation, c'est-à-dire la radiothérapie, La chimie la chimiothérapie et la chirurgie. et la chirurgie. D'accord? Donc, l'irradiation, d'abord on va revenir à notre caverne. Rappelez-vous l'anatomie. Inaccessible à la chirurgie. Il n'est pas inaccessible, mais il est d'accès difficile. D'accord? Il est derrière le massif de la face, il est sous la base du crâne. Donc, il y a des organes assez nobles qui vont être lésés si on les touche chirurgicalement. Fort heureusement, c'est un cancer qui répond bien à la radiothérapie. Donc, en général, le traitement est basé essentiellement sur la radiothérapie. Justement, cette radiothérapie, il faut la faire sur la tumeur, mais aussi sur les aires ganglionnaires. D'accord? Donc, tumeur, aire ganglionnaire, irradiation, les deux. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a comme type de radiothérapie? Il y a la radiothérapie, on dit classique, c'est-à-dire que vous avez une machine qui va délivrer des rayons vers une région précise, donc comme là, on a irradiation tumeur, aire ganglionnaire, donc il va y avoir un champ d'irradiation. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie classique. Voilà, donc on peut, justement, cette radiothérapie classique qui va donner des séances avec des doses particulières de produits irradiants pour justement guérir ce cancer. Regardez ici ce qu'on appelle le deuxième type de radiothérapie, c'est l'hyperfractionné. L'hyperfractionné, c'est-à-dire que ce n'est pas un patient qui va venir aujourd'hui, qui va venir demain pour faire la radiothérapie. Donc c'est un patient qui va avoir plusieurs séances rapprochées, regardez, 2 fractions de 1,6 degrés, 5 jours par semaine. Donc il va y avoir des flashs d'irradiation qui sont assez rapprochés dans le temps. Voilà, jusqu'à ce qu'on délivre, voilà à peu près la dose entre 70 et 72 degrés, donc qui est la dose complète pour l'irradiation efficace d'un cancer cutané. Maintenant, regardez, donc on a parlé de la radiothérapie classique, champ d'irradiation, irradiation, de l'hyperfractionné. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'IMRT. Alors, c'est quoi l'IMRT? Est-ce que vous la connaissez? Dans tous les cancers, on ne vous a jamais parlé de l'IMRT. D'accord. L'IMRT, c'est très récent. Bon, c'est récent. Bon, ça fait quand même une dizaine d'années. C'est un type de radiothérapie, mais c'est un... Regardez ce qu'on appelle Intensity Modulated Radiotherapy. Une intensité modulée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, votre caverne, vous avez votre caverne. Vous avez une grosse tumeur qui ont des tumeurs dans le caverne. Si je vais irradier toute la région, comme on a dit, caverne, aire ganglionnaire, donc il va y avoir un champ comme ça, d'irradiation. Je vais irradier la tumeur, c'est vrai. Et en plus, je vais irradier
permet d'avoir des faisceaux qui sont dirigés sur la tumeur et qui ne toucheront pas les régions saines. Donc, il va y avoir une meilleure efficacité de votre irradiation et surtout moins d'effets secondaires, donc une meilleure qualité de vie de votre patient. D'accord? Voilà. Donc, cette IMRT, associée à un autre type qu'on appelle la radiothérapie conformationnelle. C'est quoi la radiothérapie conformationnelle? C'est une radiothérapie qui est basée sur la 3D. Donc, la radiothérapie classique, c'était un champ. Et on envoyait. Là, cette radiothérapie IMRT, c'est les faisceaux qui sont dirigés vers le site tumoral et qui ne toucheront pas donc, les tissus sains. Et la radiothérapie conformationnelle, c'est une radiothérapie qui va épouser donc, le volume tumoral à l'irradier. S'il y a un gros volume, donc elle va donner des vaisseaux, des faisceaux d'irradiation pour irradier ce volume selon donc, son anatomie. D'accord? Par contre, d'autres, c'était juste des irradiations, donc quel que soit le volume, quel que soit donc, le site à irradier. Bien. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la classique avec hyperfractionné, on a vu l'IMRT et on a vu la radiothérapie conformationnelle. Tout cela, donc ces deux types, l'IMRT, la conformationnelle, sont celles qui donnent le maximum. Vous voyez, pratiquement, on a un contrôle de 100% de la tumeur, bien sûr, selon les stades. On ne va pas ramener un cas qui est très évolué et on attend qu'il ait donc 100% de réussite. Pas toujours. Bien, donc un contrôle assez important avec moins d'effets secondaires, pour ne pas dire pas d'effets secondaires. Et comme je vous l'ai dit, donc si vous n'avez pas d'effets secondaires, vous allez avoir un patient qui va bien vivre sa vie, donc il va continuer avec son cancer, qui va être présent à vos contrôles, etc. Ça va? Donc ça c'est pour la radiothérapie. Vous avez un autre type de radiothérapie qui est la curithérapie. La curithérapie, vous connaissez ce que c'est. Voilà. C'est des petites aiguilles radioactives qu'on place sur le site tumoral pour soit traiter de façon isolée ou associée à la radiothérapie externe un cancer. Voilà. La curithérapie, donc voilà, c'est l'avantage aussi, c'est qu'il y ait une meilleure protection des tissus sains parce que les aiguilles, il faut qu'elles soient placées sur le pourtour de la tumeur. D'accord? Et l'irradiation, elle va aller vers la tumeur, on ne va pas toucher les autres organes. Voilà, donc les doses, ça va de 6 à 24 Gray et c'est fractionné en 2 à 5 séances. Voilà, donc ça c'est pour l'irradiation. Les autres traitements, vous avez la chimiothérapie. Chimiothérapie, c'est utiliser des drogues en intraveineux pour faire justement donc, ce traitement de cancer. Alors, la chimiothérapie première, c'est-à-dire avant qu'on fasse la radiothérapie. On dit première, donc c'est avant qu'on fasse la radiothérapie. C'est pour, regardez, L supérieur à 3 cm, c'est-à-dire un gros ganglion. Voilà, et chez les patients jeunes, qui ont une espérance de vie assez longue, il faut y aller de façon assez agressive pour donc, contrôler la maladie. Maintenant, donc, le schéma qui est le plus utilisé, même dans notre centre ici, à Constantine, c'est la chimio-radiothérapie concomitante. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une chimio, on attend que le chimio finisse et on fait la radiothérapie. Ça se faisait avant. Maintenant, les deux sont faites selon un protocole et en même temps. Ça permet de donner le meilleur résultat et surtout un meilleur contrôle de votre cancer. Bien, maintenant, la chirurgie. Alors, la chirurgie, est-ce que vous pensez qu'il y a une place, donc connaissant maintenant votre carbone, est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie? Bon, on a dit que l'accès était difficile. Oui. Alors d'abord, chirurgie, c'est sur quoi? On va opérer quoi? Les ganglions. Dis-nous pas. Oui.
adénopathies qui vont donc, se résorber et on dit que c'est un traitement donc, qui est positif. Certains patients vont garder des ganglions, par exemple. Donc là, on peut intervenir en tant que chirurgien pour faire ce qu'on appelle un curage ganglionnaire, c'est-à-dire aller nettoyer les ganglions qui n'ont pas disparu jusqu'à, regardez, donc en général, on prend 2 mois à 3 mois après la fin de la radiothérapie. Donc si tout va bien, 2-3 mois plus tard, je le contrôle, il y a toujours des ganglions. Donc on peut aller chirurgicalement extirper ce ganglion pour donner encore le maximum de chance à notre patient. Alors, ça c'est au niveau des ergonomies. On va revenir à notre cas. Donc on avait dit que l'abcès était difficile. Mais il y a des équipes qui se sont lancées, en particulier en Chine. J'ai dit donc c'est très bien donc, étudié, c'est très bien pris en charge en Chine. Qui font, donc en Chine, il y a les Indiens aussi. Donc qui font de la chirurgie au niveau du cadavre. Donc, chirurgie, comme vous pouvez le comprendre, c'est une chirurgie qui est assez délicate, qui est donc pas facile, puisqu'il va y avoir tous les os qu'il faut traverser pour aller vers le caveau, pour pouvoir le contrôler, etc. Donc, c'est une chirurgie dont les indications sont très limitées. Très limitées. Ce sont des patients qui sont hyper sélectionnés. Donc, c'est quand on ne trouve aucun autre moyen thérapeutique à leur offrir qu'on va aller vers la chirurgie au niveau du cadavre. D'accord? Alors, ce type de chirurgie est appelé voilà, une nasopharyngectomie, voilà. Il y a différents types. Voilà, donc c'est une chirurgie difficile, avec aussi des séquelles importantes qui, donc elles aussi, peuvent diminuer la qualité de vie de votre patient. Voilà, donc vous avez rhinodhalie. Rhinodhalie, c'est-à-dire une voix qui est nasonnée, désagréable. Il va y avoir le type d'otine, parce qu'il va y avoir une modification donc, de votre cœur. Voilà. Maintenant, dernier cas, c'est lorsque vous avez une récidive tumorale. Donc tout ça, c'est le patient qui est en première main. Ensuite, donc, s'il y a une récidive, on va choisir entre justement cette chirurgie, parce qu'on a déjà fait de la chimio, on a déjà fait de la radiothérapie, ça n'a pas marché. Et vous savez que dans la radiothérapie, dans la chimio, vous avez une dose max que vous ne pouvez pas dépasser. Si on donne les 70 à 75 degrés au début, on ne peut plus irradier notre patient. C'est bon, parce que sinon il va y avoir donc des effets secondaires qui sont néfastes. Chimiothérapie, si on donne un schéma, 2 schémas, ça n'a pas marché, on ne peut plus aller vers l'autre. Là, il faut proposer une alternative. Donc, en général, on peut penser à la chirurgie, comme on peut penser à une irradiation palliative, mais à dose très faible, donc pas vraiment efficace pour le dire. Bien, ça va? Donc, radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie. 3 moyens thérapeutiques. 3 moyens thérapeutiques qu'on peut utiliser isolément. C'est-à-dire, je peux faire de la radiothérapie pour un patient pour une petite tumeur, T1 au niveau du capot. Je peux faire des 1, 0, par exemple, 1, 0. Je peux faire de la chimio et de la radiothérapie pour un patient qui est un T1, qui est un M2, c'est-à-dire qu'il a des ganglions, et qui est M0. D'accord? Donc, ça dépendra. Chaque classification, elle a donc ses indications pour thérapeutiques. Ça va jusque-là? Selon l'âge, surtout selon les tâches qu'on peut avoir avec l'âge. D'accord? Si vous voulez une chimiothérapie, donc par exemple, on ne peut pas se faire un sujet âgé, il y a des problèmes cardiovasculaires qui ont été âgés. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc on va faire de la radiation toute sa vie. Et si la tumeur est localisée, c'est une bonne indication, tant mieux. Mais si c'est un cas qui est assez avancé localement, il nécessite la chimio, donc vous allez avoir moins de chances donc de réussir. D'accord? Voilà. Bien. Maintenant, la surveillance. Vous savez que tout patient cancéreux est un patient qui doit suivre à vie avec vous.
ou avec donc son oncologue. La surveillance, elle est basée essentiellement sur un examen clinique, ORL, bien sûr, ophtalmologique, avec une anoscopie. Regardez, tous les 3 mois pendant 2 ans. Ensuite, si tout va bien au bout de ces 2 ans, on va espacer. Tous les 6 mois, encore pendant 2 ou 3 ans. Et enfin, donc, on va aller jusqu'à une fois, jusqu'à arrêter 10 années de surveillance. Et la plus. Vous avez la surveillance de la dentition. Donc, il faut repérer au moindre examen, donc la moindre petite carie qui apparaît sur si le patient, bien sûr, a été irradié. On sait que le patient cancéreux donc est irradié. Donc, avec une consultation 2 fois par an chez le dentiste si un patient dont il a toutes les dents. Le scanner sur la tête, donc bien sûr de la face, cou, thorax, on le refera 3 mois après la fin du traitement. Ça, c'est pour apprécier donc l'efficacité du traitement, si la tumeur a disparu, si par exemple les ganglions ont disparu. Voilà, donc on a un scanner de référence. Ensuite, ça va se faire à une année. On va refaire un scanner à une année et ensuite toutes les années. Exactement la même chose pour, donc, par exemple, le PSH. Le dosage de la PSH, pourquoi on va doser la PSH? Voilà, c'est à cause de l'irradiation. Donc, si on irradie le cou, la thyroïde est au niveau de champ d'irradiation. Donc, on peut développer par la suite une hypothyroïdie. Donc, il faut doser la PSH pour éventuellement donner une supplémentation en entrant thyroïdienne pour ne pas tomber dans l'hypothyroïdie et ses conséquences. Le PET scan que vous avez vu, donc l'indication, elle n'est pas formelle. Regardez quand est-ce qu'on le discute. Si bien sûr on a un doute clinique, si je pense que la tumeur est peut-être récidivante, s'il y a une étape qui est peut-être apparue, voilà. Et surtout, si on suspecte une récidive tumorale. Donc récidive, il faut faire un PET scan pour voir la récidive et pour voir donc aussi le reste du corps. Et l'IRM aussi, une fois par année. Donc, c'est la clinique et l'imagerie et le contrôle par le dentiste au moins 2 fois par an de votre patient. Ça va jusque là. Donc la surveillance fait partie du traitement de ces données à votre patient. Bien. Voilà, donc on va terminer en vous rappelant que c'est un cancer qui est connu depuis des millénaires. Chez nous, il est à l'état endémique. Il est de diagnostic difficile. Pourquoi? Parce que la symptomatologie est trompeuse, faite de signes sans fin. Rôle de bébé, de l'alimentation, retenez la répartition particulière de